Abidjan, le 12 août 2014, à la une de l'actualité ce soir, la fin de mandat de 3 membres du Conseil constitutionnel. Le communiqué de la présidence dans ce journal. Les 3 membres sortants ont ensuite été reçus en audience dans la journée par le président Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien a décidé de muscler le dispositif sanitaire en vue d'éviter que la fièvre Ebola ne se déporte sur le territoire. Aujourd'hui, la ministre de la Santé s'est rendue à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour évaluer l'effectivité des mesures et dispositions prises. Et devant l'incapacité à soigner efficacement les patients touchés par le virus Ebola dans les pays concernés, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a autorisé l'utilisation de traitements non homologués. L'épidémie d'Ebola sévit depuis maintenant 8 mois en Afrique de l'Ouest. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a réceptionné aujourd'hui à Vridi plus d'1 million d'ouvrages scolaires au titre de la rentrée scolaire 2014-2015 d'un coût d'environ 700 millions de francs CFA. Ces outils didactiques ont été financés par la Banque mondiale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À la une de l'actualité ce soir, je vous le disais à l'instant, la fin de mandat de 3 membres du Conseil constitutionnel. Hortense Angora Kwasi, épouse Cesse, Suzanne Joséphine Touré, épouse Eba, et Boniface Obou Ouaraga sont en fin de mission. Je vous propose de suivre le communiqué de la présidence de la République, lu ici par son secrétaire général, Amadou Gon Coulibaly. Communiqué de la présidence de la République. Les conseillers au Conseil constitutionnel, dont les noms suivent, sont arrivés au terme de leur mandat. Il s'agit de Madame Hortense Angora Kwasi, épouse Cesse, Madame Suzanne Joséphine Touré, épouse Eba, Monsieur Boniface Obou Ouraga. Aussi, conformément aux articles 89 et 91 de la Constitution et aux articles 2, 3 et 4 de la loi organique numéro 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a décidé ce mardi 12 août 2014 de procéder au renouvellement des membres du Conseil constitutionnel dont les mandats sont arrivés à terme. En conséquence, sont nommés conseillers au Conseil constitutionnel à compter du 1er septembre 2014 pour une durée de 6 ans. Madame Kofi Afoué Geneviève, épouse Kwame, magistrat hors hiérarchie, précédemment inspecteur à l'inspection générale des services judiciaires, pénitentiaires et de l'éducation surveillée du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Madame Loma Sissé, épouse Bato, magistrat hors hiérarchie, ancien ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la justice et précédemment juge à la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Monsieur Assi Emmanuel, avocat, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats. Fait à Abidjan le 12 août 2014. Je vous remercie. Et maintenant, les images de ces 3 membres du Conseil constitutionnel en fin de mandat. Ils ont été reçus en audience dans la journée par le président Alassane Ouattara. Vous le voyez sur ces images. Il s'agit de Hortense Angora Kwasi, épouse Cesse, Suzanne Joséphine Touré, épouse Eba, et Boniface Obou Ouraga. Ils étaient accompagnés pour la circonstance par le président du Conseil constitutionnel, Francis Vaudier. Le président de la République n'a pas manqué de les féliciter pour le travail accompli au sein de l'institution. D'autres images, et cette fois, on quitte la présidence pour pas loin, la primature. Le Premier ministre a accordé dans la journée une audience au représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU. Arnaud-Antoine Akodjenou est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Nommé en mai 2011, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Antoine Arnaud Akodjenou du Bénin avait pris fonction le 25 juillet 2011 ici à Abidjan. Il aura apporté à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, dont il était le numéro 2, son expérience politique et ses 25 années d'action humanitaire au service du HCR qu'il a servi avant de rejoindre l'ONUCI. Elle s'est ouverte hier
Après-midi, dans la capitale économique ivoirienne, en présence du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, et celui de la Guinée-Bissau, Cipriano Kassama, la 34e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA sera essentiellement budgétaire. 10 jours durant, les parlementaires de l'espace UEMOA examineront plusieurs points relatifs à la bonne marche de l'institution. Broléan. Programme d'activité et budget 2015, rapport de la mission d'observation des élections bissau-guinéennes, résultat des travaux du comité conjoint chargé du suivi de la construction du siège du Parlement de l'UEMOA, quelques pans des travaux de la 34e session du comité interparlementaire de l'UEMOA qui mobilise depuis ce lundi à Abidjan les 8 pays membres de l'espace. L'ouverture des travaux, une occasion pour les participants de plaider pour une synergie d'action contre l'épidémie de la fièvre Ebola, comme ce fut le cas des actions fortes marquant les 20 ans d'existence du CIP-UEMOA, tel que relevé par le premier responsable de l'outil d'intégration. Toutes les fois qu'un État organise des élections, le CIP est présent pour une meilleure amélioration des organisations d'élections dans nos pays. Le CIP dispose d'un organe CPP qui va dans les États membres pour échanger avec les acteurs politiques, avec les couches sociales et voir dans quelle mesure prévenir la situation. Au total, un rôle fédérateur salué par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, qui n'a pu s'empêcher de nourrir l'espoir que ces assises du CIP-UEMOA stimulent davantage l'intégration des peuples et des États. Face à l'étroitesse de nos marchés et à la faiblesse de nos économies sous-régionales, l'intégration, je vous le dis, doit dépasser le stade de la simple prise de conscience et se présenter aujourd'hui comme une exigence d'union et de développement. En effet, il est du devoir de nos États de conjuguer leurs efforts en vue de trouver des solutions politiquement durables et économiquement avantageuses pour le bien-être de nos populations. Également au menu de la 34e session du CIP-UEMOA, la deuxième du genre au titre de l'année 2014, 4 panels pour permettre aux participants d'échanger leurs expériences. Les travaux vont durer jusqu'au 21 août prochain. La représentation ivoirienne de l'UEMOA réunit depuis ce matin les professionnels de la santé ici à Abidjan. Une réunion de 72 heures pour réfléchir aux directives données par les chefs d'État de l'Union sur la libre circulation et le droit d'établissement des professionnels de la santé dans les pays de l'UEMOA. Jean-François Ekra est chirurgien dentiste et Lamine Lachiroy, pharmacien. Ils sont tous deux ivoiriens. Désormais, ils pourront s'installer dans l'un des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour exercer leur métier. Tout comme eux, les médecins et vétérinaires pourront en faire autant. Preuve qu'il n'y a plus de barrières dans l'espace UEMOA. C'est une bonne chose parce que ça permettra de combler un peu les disparités au niveau donc du personnel de la santé dans notre sous-région. Nous ne sommes pas opposés du tout, contrairement à ce que certains pensent à cette intégration. Le Conseil de l'ordre est une émanation de l'État pour l'exercice de la profession. On suit donc ces directives-là et on fait en sorte d'accompagner donc ceux qui veulent s'installer ici, qui viennent de l'espace CEDEAO, afin que cela puisse se faire selon les critères qui sont donc exigés. Il s'agit de la mise en œuvre des directives de l'UEMOA adoptées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement le 30 mars 2005. Depuis 2005 et 2008, soit plus de 6 ans, nos États se sont engagés, entre autres, à rendre effective la libre circulation et le droit d'établissement dans notre espace commun des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes, conformément aux directives concertées et approuvées par nos ministres. Si au niveau du droit d'établissement, les contraintes sont levées, il reste à aplanir au sein de l'UEMOA les difficultés liées au paiement des taxes informelles sur les routes, aux nombreux barrages et à la lenteur des procédures administratives. D'une ampleur jamais égalée, l'épidémie d'Ebola est à l'origine de plus de 1013 décès depuis février 2014. On en reparlera dans ce journal. Et dans la région du Bélier, au centre de la Côte d'Ivoire, on fait attention aux mesures mises en place pour éviter la fièvre Ebola, mais on accorde également beaucoup d'intérêt à la lutte contre l'hypertension artérielle et le diabète, deux pathologies qui ont pris de l'ampleur dans le pays, faisant de nombreuses victimes.
Une opération de dépistage gratuit et de sensibilisation vient d'être initiée dans la ville. Plus de 500 personnes ont été dépistées, nous dit Serge Gangomin. L'hypertension artérielle, un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, la prévalence est de 33,4% et pour le diabète, 6,2%. Alors, comment freiner l'avancée de ces pathologies? La Mutuelle pour le développement économique et social de Moronou, MUDESMO, en partenariat avec l'UCOMAGE, une ONG œuvrant notamment dans le domaine de la santé, lance une opération de dépistage gratuit. Cette opération, couplée de sensibilisation sur l'hypertension artérielle et le diabète, est organisée au profit des populations de Moronou, dans la région du Bélier. Nous avons constaté que toutes les opérations qui sont initiées le sont très généralement en ville. Et nos parents qui sont dans les villages ne réussissent pas à bénéficier de ces opérations. Nous avons jugé utile donc de faire venir une équipe pour dépister nos parents afin de prendre les dispositions nécessaires pour les soigner en cas de besoin. Nous sommes là dans le but de sensibiliser la population contre ces pathologies, leur indiquer les facteurs de risque. Après le dépistage, nous allons avoir une idée sur la prévalence qui va nous permettre soit d'aller coacher nos collègues médecins pour une meilleure prise en charge. Plus de 500 personnes ont été dépistées au cours de l'opération. Si ça peut être continuel tous les années, vraiment on est beaucoup satisfait. C'est un paysan, c'est un problème. Il n'y a pas de moyens. Les enfants même qu'on a, même on n'arrive même pas à les soigner normalement. L'opération est bienvenue. Pourquoi? Parce que vraiment le village a tout un tas de problèmes. Ils sont toujours malades. La carte de la prévention est donc lancée. Reste maintenant aux populations de prendre des dispositions pour éviter ces maladies. L'actualité sanitaire dans le monde est marquée par la lutte contre la fièvre Ebola. Devant l'incapacité à soigner efficacement les patients touchés par le virus Ebola dans les pays concernés, l'Organisation mondiale de la santé OMS a autorisé l'utilisation de traitements non homologués. L'épidémie d'Ebola sévit depuis maintenant 8 mois en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la flambée la plus importante jamais enregistrée depuis l'apparition de la souche Ebola en 1976. Reportage. Depuis hier, un comité d'experts était réuni au siège de l'OMS à Genève. Face à l'ampleur de l'épidémie de fièvre Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a pris une décision historique. Elle a approuvé l'emploi de traitements non homologués dont l'efficacité et les effets secondaires ne sont pas encore connus. Pour la première fois, nous avons une série de traitements potentiels et de vaccins qui peuvent être des atouts dans nos efforts pour contrôler le virus Ebola. Plusieurs produits sont actuellement en cours d'expérimentation, dont le ZMapp, un cocktail d'anticorps développé aux États-Unis qui a été administré à 2 humanitaires américains et à un missionnaire espagnol. C'est la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, qui, la première, a demandé l'accès à un de ces remèdes expérimentaux. Si des patients issus de pays riches ont pu en bénéficier, il était difficile d'en priver les malades africains. D'autant plus qu'au Liberia, les services sanitaires, complètement submergés, réclament une aide d'urgence. Nous espérons que les gens comprendront que c'est urgent et que n'importe quelle aide à la population doit être faite plus rapidement pour que nous puissions répondre aux besoins de manière appropriée. En accord avec l'OMS, le ZMapp va donc être acheminé la semaine prochaine au Liberia par un émissaire du gouvernement américain. L'administration de remèdes non encore expérimentés sur l'homme soulève cependant un certain nombre de questions éthiques. Que se passera-t-il si de nombreux patients décèdent malgré le traitement et qu'en est-il des effets secondaires? Le père Miguel Pajares, contaminé par le virus au Liberia, faisait partie de ceux qui avaient reçu le sérum américain. Il vient de décéder à Madrid. Vous le savez, le gouvernement ivoirien a décidé de muscler le dispositif sanitaire en vue d'éviter que la maladie ne se déporte sur le territoire. Aujourd'hui, la ministre de la Santé, Raymonde Goudo-Kofi, s'est rendue à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Un déplacement pour évaluer l'effectivité des mesures et dispositions prises pour éviter l'entrée du virus sur le sol ivoirien. Hamza Diaby.
Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce mardi. Raymond Goudou-Kofi vient s'assurer du dispositif mis en place contre l'arrivée de la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida le précise, ces mesures préconisées et recommandées par le gouvernement sont des mesures de prévention face à l'épidémie redoutée. Ce n'est pas parce que nous prenons ces mesures que cela veut dire que nous cachons quelque chose à la population et que nous sommes en train de divertir la population. Ce n'est pas le cas. Vu le danger par rapport à la position de la Côte d'Ivoire, nous sommes encerclés. Nous avons l'obligation de protéger nos populations et de prendre les mesures qui se doivent. Des agents de santé équipés de blouses, de gants et de bavettes sont à pied d'œuvre. Les espaces de lavage de mains aménagés, des pistolets thermiques, une salle d'isolement, un centre pandémique. On peut le dire, l'aéroport d'Abidjan met tout en œuvre pour éviter le premier cas d'Ebola ou pour éviter la propagation de la maladie si malgré tout un cas venait à être déclaré. Si c'est des cas vraiment assez graves, détectés, confirmés et tout ça, on envoie ces cas ici dans la salle de mise en quarantaine ici. Ça, c'est vraiment la mise en quarantaine des malades, en attendant que ces malades-là soient transférés au centre des maladies infectieuses, qui est le centre adéquat pour recevoir ces cas-là. Après la visite, Raymond Goudou-Kofi se dit heureuse de ce qu'il lui a été donné de voir. Je pense que nous pouvons féliciter Aéria pour toute cette mise à disposition en termes de mesures préventives. Nous avons également éprouvé les différents thermomètres à infrarouge pour pouvoir apprécier si nous avons de l'affluence, comment cela pourrait se passer, s'il fallait donc améliorer ou alors démultiplier le nombre de thermomètres à infrarouge. La ministre indique pour terminer que le strict respect de ces mesures nous permettra de rester à l'abri de l'épidémie à virus Ebola. Après 11 années de relocalisation à Tunis, le retour de la Banque africaine de développement BAD se précise à son siège d'Abidjan. Premier signe majeur annonciateur du retour de l'institution dans la capitale économique ivoirienne, l'arrivée à Abidjan ce mardi soir de Donald Kaberouka. Le président de la BAD est rentré à Abidjan pour se réinstaller dans son siège historique en cours de rénovation. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par des membres du gouvernement. Le compte-rendu de Francis Boifo. Il était attendu ce mardi à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, Donald Kaberouka, est arrivé accompagné de plusieurs administrateurs de l'institution financière. Et cela dans le cadre du retour définitif de la BAD à son siège d'Abidjan après 11 années de délocalisation à Tunis. Nous sommes chez nous, le siège de la BAD. Mon arrivée aujourd'hui, c'est pratiquement le retour de l'institution officiellement. J'aurai l'occasion d'en parler davantage cette semaine et l'importance de cette retour de l'institution après 11 ans d'absence en Côte d'Ivoire. Les administrateurs de la BAD annoncent des séances de travail avec les autorités ivoiriennes à compter de ce mercredi pour préparer l'Assemblée générale des administrateurs prévue en septembre prochain. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a réceptionné aujourd'hui à Vridi plus d'1 million d'ouvrages scolaires au titre de la rentrée scolaire 2014-2015 d'un coût d'environ 700 millions de francs CFA. Ces outils didactiques ont été financés par la Banque mondiale à travers le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base, dont l'objectif principal est de restaurer et d'accroître l'éducation de base en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les zones affectées par les crises récentes. Les précisions de Serge Coléa. Cette action du projet d'urgence d'appui à l'éducation de base va certainement donner un coup d'accélérateur à la politique de gratuité de l'école engagée par le gouvernement. 1 million de manuels scolaires offerts à 4712 écoles primaires publiques de 17 directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Le choix s'est fait sur la base des besoins exprimés par les localités et de la carte scolaire actualisée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La Côte d'Ivoire a signé un financement. Ce financement est à hauteur de à peu près 21 milliards de francs CFA. Appuie donc l'éducation de base à travers des constructions de classes,
à travers aussi des réhabilitations de classes, mais à travers aussi la qualité de l'enseignement. C'est une satisfaction. Les livres sont là et nous pensons que sur la base de la méthodologie que nous avons arrêtée, de concert avec l'entreprise, de concert avec le ministère, les livres pourront être acheminés avant la rentrée scolaire et nous pensons que les enfants qui sont les bénéficiaires pourront avoir à leur disposition les ouvrages. Au total, 350 000 enfants vont bénéficier de ces ouvrages. Les meilleurs élèves de la région du Poro viennent d'être primés, et ce, à l'occasion de la 3e édition de la Journée régionale du mérite et de l'excellence. La culture de l'excellence, justement, c'est ce que les autorités régionales entendent inculquer aux apprenants pour la bonne marche de l'éducation dans la zone. Kwadio Kwame. 3e édition de la Journée du mérite et de l'excellence. Au total, 6 écoliers admis en 6e, 4 collèges admis au BEPC, 12 bacheliers des écoles et des personnels d'encadrement ont été primés pour leurs efforts au travail. Au dire des intervenants, cette année, le taux d'admission au CEPE et à l'entrée en 6e est en deçà de la moyenne nationale. L'initiateur de la Journée du mérite relève l'esprit de la journée. Il a aussi souligné son combat pour la scolarisation de la petite fille et son maintien à l'école, et surtout les grossesses en milieu scolaire, pour la bonne marche de l'école dans la région du Poro. C'était une façon pour nous de créer une émulation afin que les élèves comprennent que tout travail mérite récompense. La meilleure élève au niveau bac, toute filière confondue, était une jeune fille, 308 points, c'est extraordinaire. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire fait partie justement de ces handicaps qui peuvent constituer un frein à l'éducation de la jeune fille. Et la campagne que Madame le ministre a commencée est une campagne qui, à mon sens, va porter ses fruits. Les lauréats ont reçu des bons d'achat, des ordinateurs et une bourse d'études pour la lauréate des lauréats qui a pris l'engagement au nom de ses habits de rester des modèles à suivre. J'aimerais encourager mes camarades à toujours persévérer dans l'effort afin d'avoir un résultat encore plus meilleur. À titre de rappel, le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a indiqué que la rentrée 2014-2015 est fixée au 15 septembre 2014. Dans l'actualité politique ce soir, une délégation de l'Alliance des forces démocratiques dirigée par le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan a été reçue en audience hier à Daoukro par le président du PDCI RDA Henri Konan Bédié à sa résidence. Les échanges ont porté sur des élections apaisées en Côte d'Ivoire et la mise en place d'une commission électorale indépendante consensuelle. Le point avec Maïs Sako. Dirigé par le président du FPI, le Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan, une délégation de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire s'est rendue ce lundi à la résidence du président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, à Daoukro. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une campagne de communication entreprise par l'Alliance depuis plusieurs mois. Elle vise à inviter le PDCI à contribuer à la tenue d'élections apaisées en 2015 en Côte d'Ivoire. Si nous ratons cette échéance, nous craignons que la Côte d'Ivoire ne bascule à nouveau dans des violences. Et nous considérons que c'est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour que cette avalanche d'affrontements prenne enfin fin avec les échéances électorales à venir. Donc c'est cela l'enjeu. Un enjeu qui passe par la mise en place d'une commission électorale indépendante consensuelle, selon Pascal Affi-N'Guessan. Nous avons désigné nos représentants. Ce que nous avons posé comme acte n'est qu'un acte de bonne volonté, un acte pour manifester notre engagement. Mais notre présence à la CEI est conditionnée par la concrétisation du principe du consensus. Sur la question, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a rassuré ses interlocuteurs. Depuis le 15 juillet, il a engagé une série d'entretiens avec le chef de l'État qu'il compte poursuivre et qu'à l'occasion de ces entretiens, toutes nos préoccupations seront examinées avec le chef de l'État et que d'ici donc le 15 septembre, il nous accordera une nouvelle audience pour nous faire part des conclusions de ces entretiens.
Donc nous partons confiants. D'autres questions liées à la vie du pays ont été abordées au cours de la rencontre. Il s'agit notamment du dialogue politique, du retour des exilés, des problèmes fonciers dans l'Ouest et de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des Républicains prépare activement la prochaine présidentielle. 10 secrétaires nationaux du RDR attachés à Adama Bictogo viennent d'être nommés. Leur mission se décline en 8 points en vue de préparer dans la sérénité la réélection du président Alassane Ouattara. Aussitôt nommé au poste de secrétaire général adjoint chargé des mouvements et questions politiques du RDR, Adama Bictogo dévoile déjà la liste de ses commandos. Ils sont 10 membres, élus et cadres, cooptés pour mettre en œuvre la mission assignée à Adama Bictogo. Une mission qu'il décline autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est le rassemblement de tous les Ivoiriens. Une adhésion massive de tous les Ivoiriens autour de son idéal de développement. Le deuxième axe, c'est la paix, à travers la réconciliation de tous les Ivoiriens. Et le troisième axe, c'est le développement de la Côte d'Ivoire, dont les déclinaisons se feront à travers la santé pour tous, le logement pour tous, l'éducation pour tous et l'emploi pour les jeunes. Conscients de la tâche qui sera la leur les jours à venir, ces secrétaires nationaux retroussent déjà les manches. Notre mission sera de faire en sorte que les chefs coutumiers, des chefs de village au roi, en passant par les chefs de canton, une attention particulière leur soit portée. Nous allons dans un premier temps créer un cadre permanent de concertation et d'échange avec les élus. Le 26 août prochain, Adama Bictogo rencontrera les élus et la chefferie. Mais avant, une rencontre est prévue pour le 22 août avec les différents secrétaires nationaux pour ensemble décliner les attributions du secrétariat général adjoint chargé des questions et mouvements politiques. Suite de notre série de reportages sur le cinéma nigérian Nollywood. Après l'historique hier, la rédaction vous propose aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur les chiffres de l'industrie cinématographique nigériane, quand le cinéma propulse le Nigeria au rang de première puissance économique africaine. Dans ce reportage de Christelle Menant, envoyé spécial au Nigeria, découvrons les chiffres vertigineux de cette bouillonnante industrie cinématographique. On l'appelle Mr. Prolifique et comme son nom l'indique, c'est un des réalisateurs les plus prolifiques au Nigeria, avec près de 80 films vidéo produits en seulement 5 ans. Au début des années 90, j'ai produit une grande quantité de films comme Deadly Affair, Festival of Fire, The Bride. Et à partir de ce moment-là, certains journalistes, spécifiquement Azu Aenzi, m'ont baptisé Mr. Prolifique. La vie et histoire de passion. Quelle est ta comme passion? Lui, ils sont des milliers à irriguer le flot cinématographique nigérian. Autour de 1000 films par an, soit 10 à 20 fictions longues par semaine. Un boom fulgurant en seulement 2 décennies qui propulse Nollywood au 2e rang mondial en nombre de productions. Il supplante l'américain Hollywood et talonne l'Inde avec son Bollywood. Nollywood, c'est aussi aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 2000 milliards de francs CFA. C'est le budget de 5 films produits par une major américaine. Ça n'a rien de comparable, mais c'est quand même la 4e activité économique nigériane. Près de 2% du PIB, une industrie qui a contribué avec les télécoms et services à classer le Nigeria au rang de première puissance économique africaine. Un nouveau calcul, un tour de passe-passe statistique qui fait faire au PIB nigérian un bond de 53%. Nous avons une économie plus diversifiée. Cela signifie que la politique de diversification mise en place par le gouvernement nigérien doit être pérennisée. Au Nigeria, le taux de chômage a atteint un chiffre record en 2013, 23,90% d'une population estimée à plus de 166 millions d'habitants. Nollywood intervient comme une éponge à chômeurs. L'industrie offre plus de 300 000 emplois directs et absorbe par extension plus d'1 million de personnes. Nous avons des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes, des caméramans. Tous prennent part à cette industrie du cinéma et du théâtre. Nollywood, c'est encore une ribambelle de chiffres très souvent contradictoires et encore plus quand on veut estimer le volume des ventes des vidéofilms. On se risque moins à dire que la moyenne est de 50 000 copies pour le home vidéo, quand un gros succès au Nigeria peut atteindre quelques centaines de milliers de ventes.
Rapporté à la population nigériane, ce chiffre est très faible car malgré le coût abordable des VCD et autres DVD, moins de 1000 francs CFA, le piratage gangrène le marché. 2 DVD piratés pour un original. C'est horrible. Horrible, très difficile. La vérité est que seulement 2 semaines après la production d'un film, il est possible de le retrouver sur un DVD compile de films vendus entre 450 et 600 francs CFA. C'est un véritable cauchemar. Nous avons beaucoup de problèmes. En numéro 1, le piratage. Tu produis un film, il le pirate un peu partout dès sa sortie. Le piratage, c'est la hantise des producteurs et des distributeurs de cette industrie qui ne vit que la plupart commençaient à s'essouffler, n'eût été les récents appuis mis en place par le président Goodluck Jonathan. Plus de 8 milliards de francs CFA annoncés. À cela s'ajoutent des financements octroyés dans le cadre de coopération culturelle avec l'Occident et une Hollywood Foundation récemment créée aux États-Unis. De quoi favoriser la maturation d'un cinéma qui amorce après celui de la quantité le virage de la qualité. Voilà, Nollywood, le cinéma nigérian, véritable puissance économique, on vient de le découvrir. Comment cela se fait-il concrètement? Demain, nous irons sur un lieu de tournage, dans la cuisine même de ce cinéma nigérien. Et pour terminer, sachez que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire organise demain la première session ordinaire 2014 de la Commission nationale de recrutement des enseignements du supérieur qui va concerner 517 candidats, dont 20% de la diaspora qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Cette session de recrutement aura lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 23h.